Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans un nouveau point lecture avec de nouveau 3 titres à vous présenter. Et on commence tout de suite. Donc d'abord je vais vous présenter Un chien nommé Noël de Greg Kincaid, publié ici aux éditions France Loisirs. Donc c'est un livre qui a plus de 10 ans. Hein. Je veux dire ça. Septembre 2008. Donc il a un peu plus de 10 ans. Donc dans ce livre on va suivre une famille. Donc les parents ont 4 enfants, 3 sont déjà partis de la maison et le 4e, Todd, est un jeune homme d'une vingtaine d'années mais qui se comporte comme un enfant de 10 ans. Donc ils vivent leur quotidien, ils ont une ferme. Je sais plus où est-ce que ça se passe exactement, donc c'est aux États-Unis mais je saurais plus vous dire où exactement. Et Todd il a un certain don avec les animaux qui leur appartiennent, etc. Et il essaie d'aider au mieux ses parents. Et un beau jour, il va entendre à la radio que le refuge local qui s'occupe des animaux, des chiens errants, propose à des personnes de prendre un chien pour les fêtes de Noël. Alors ce n'est pas une adoption, c'est simplement, comment dire... Oui, ils les prennent pour fêter Noël avec eux plutôt que les chiens soient enfermés dans leur cage au refuge en attendant éventuellement une possible adoption ou malheureusement des choses bien plus tristes qui peuvent arriver quand les animaux resteront dans le refuge. Et voilà, après à la fin de la période des fêtes, soit les gens les ramènent, soit ils les adoptent. C'est eux qui voient, mais il n'y a aucune obligation. Todd va en parler à ses parents. Son père n'est pas vraiment pour, je vous laisserai découvrir pourquoi. Il a ses raisons qui sont totalement compréhensibles. Mais vu que la mère et le fils se liguent contre lui, malheureusement il va se retrouver un peu piégé et va finir par accepter. Donc il va bien réexpliquer plusieurs fois à Todd que par contre, arrivé le 26 décembre, donc après Noël, ils ramèneront le chien au refuge et qu'il est hors de question qu'il l'adopte. Donc on va suivre toute cette famille avec cette offre du refuge qui permettra aux personnes qui s'en occupent de souffler et d'être sûr que les animaux soient bien traités, sachant que s'il y a quoi que ce soit avec l'animal, vous pouvez les appeler en urgence, il n'y a pas de souci. Hein. Et on va vraiment vous suivre l'évolution de cette famille, les liens qui les unissent, le pourquoi du comment le père ne voulait pas de chien, qu'est-ce que l'arrivée du chien va changer chez lui, comment cela va être perçu par leurs proches, que ce soit la famille, les amis, les collègues... Et franchement c'était une magnifique histoire. Bon, moi je l'avais déjà lu, c'est une relecture hein, puisque je l'avais lu lorsque je l'avais acheté. Mais j'ai tout simplement adoré. C'était un vrai plaisir de se replonger dans cette histoire pour les fêtes. En plus, regardez-moi la bouille de ce chien. Il me fait penser, bon j'avais un labrador sable hein, mais ça me fait penser au chien que j'avais. Et voilà, mais c'est vraiment une histoire où tout n'est pas facile, où il y a un certain passif derrière chacun de nos personnages. Et on va voir ce que le chien peut leur apporter, ce que eux peuvent apporter au chien, et comment tout ça va se dérouler. Et j'ai aimé parce qu'on a autant le côté psychologique des personnages que le côté animalier, donc le mélange est plutôt très intéressant. Et moi j'aime beaucoup cette histoire, c'est pour ça d'ailleurs que je l'avais gardée, que j'avais envie de la relire cette année. Donc si vous ne connaissez pas et que vous avez la possibilité de vous le procurer, soit quand on vous le prête, soit d'occasion, n'hésitez pas, c'est vraiment une très jolie histoire à l'approche des fêtes. Ensuite je vais vous parler d'un dernier tome, et oui j'ai fini une saga. Donc il s'agit de La Magie de Paris, le tome 3 ici ailleurs d'Olivier Gay, publié chez Castelmore, que j'ai lu en lecture commune avec Sylvie, donc une abonnée et amie. Donc on a été tellement impatiente à la fin du 2 qu'en fait on aurait dû le commencer le jeudi, on l'a commencé le mardi. Donc voilà. En plus il est plus court que les autres, il fait 283 pages de mémoire. 277, autant pour moi. Et donc on retrouve Thomas, on retrouve David, Cassandre, mais surtout Chloé. Et j'ai aimé les retrouver dans ce tome final. Je suis désolée pour le bruit, mais on a la gare en face, donc de temps en temps on entend le train qui passe. Donc voilà. Bon, à cette heure-ci c'est des trains de marchandises, mais parce que oui, je vous filme le point lecture, il est aux alentours de minuit, donc voilà. Mais bref, passons. Donc j'ai aimé retrouver nos personnages. J'avais un petit peu peur parce qu'on m'a dit que ça faisait très penser à Stargate et Star Wars, sachant que je n'aime alors pas du tout, ni l'un ni l'autre. Je me suis dit ça risque d'être compliqué. Et au final,
Oui, j'ai vaguement vu les références, mais c'est passé crème. Clairement, c'est passé crème. Alors que c'est vraiment des univers que je n'apprécie pas. Hein. Donc voilà. C'est pour vous dire que Olivier Gay a très bien mené sa barque, puisqu'au final, ça m'a pas gêné du tout. Il y a encore une fois beaucoup d'humour de présent. On a toujours Cassandre qui se comporte comme une peste. Alors celle-là, elle me tape sur les nerfs, mais quelque chose comme c'est pas permis. On va suivre l'évolution de nos personnages. Ils sont en danger, ils vont devoir faire des choix. Est-ce que ce sera les bons, est-ce que ce ne sera pas les bons? Ça, ce sera à vous de le découvrir, mais ça reste dans la lignée des 2 tomes précédents. Mon seul problème, c'est que la fin est ouverte et que je n'aime pas les fins ouvertes. J'ai des questions encore en tête, et vu que l'auteur ne m'a pas donné mes réponses dans ce tome, c'est pas grave, quand je le verrai sur salon, j'irai le harceler de questions pour savoir ce qu'il en est, parce qu'il y a des choses que je veux absolument savoir et dont je n'ai pas les réponses. Je ne veux pas imaginer, je veux savoir ce qu'il en est. Donc je poserai la question à l'auteur, mais en tout cas une superbe trilogie que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire. Alors certes, j'ai eu un énorme coup de cœur pour le noir et ma couleur, là je n'ai pas eu de coup de cœur, mais ça reste une excellente série que j'ai adoré découvrir, avec laquelle j'ai adoré faire en lecture commune avec Sylvie, échanger, on s'est tapé des sacrés fous rires. On a des références qui vieilliront peut-être mal, parce que peut-être que dans 20 ans, les références actuelles ne le seront plus, donc peut-être que les jeunes trouveront que ça a peut-être mal vieilli, mais en tout cas moi j'ai trouvé ça excellent, et visiblement avec Sylvie on a le même humour pourri qu'Olivier Gay. Donc ça marche à tous les coups sur nous, et si vous connaissez toujours pas cette trilogie, ben allez-y, foncez, parce qu'elle vaut le détour. Et je peux vous présenter le premier tome d'une série. Bah oui, j'ai fini une série, maintenant je vais en commencer 10 autres pour une finie, hein. Vous avez l'habitude avec moi. On a Oniria, le tome 1, Le Royaume des Rêves de BF Paris, publié ici chez Hachette, que j'ai lu en lecture commune avec Marilyn Titouma-Max du blog Summary Books. Que dire de ce livre? Donc dans ce livre, on va suivre Elliot. Elliot a 12 ans. Jusque-là, il vivait avec son père, sa belle-mère et ses 2 demi-sœurs qui sont des jumelles. Depuis 6 mois, son père a sombré dans une sorte de coma, dont les médecins, après des dizaines et des dizaines et des dizaines d'examens, de renseignements auprès de confrères, etc., personne ne sait pourquoi il ne se réveille pas. Il n'y a aucune explication médicale au pourquoi du comment. Et malheureusement, les jours de son père commencent à être en danger. Donc, parce que le coma s'éternise et que son organisme n'apprécie pas vraiment. Et il y a aussi sa grand-mère, donc c'est Mamilou si je ne me trompe pas. Mamilou, c'est ça. Qui était venue au début parce qu'il faisait souvent des cauchemars, Elliot, quand il était plus jeune, que les jumelles étaient bébés encore. Et la grand-mère était venue pour l'aider, etc. Et au final, elle n'est jamais repartie, ce qui fait qu'elle vivait avec eux. Depuis le dramatique accident, c'est vrai qu'elle aide pas mal Christine, donc la belle-mère d'Elliot, à gérer aussi bien les jumelles que Elliot au quotidien. Et elle va finir par faire une révélation qui va bousculer le monde et la vie de Elliot, puisqu'elle va lui parler du royaume des rêves, donc le pays d'Oniria, qu'on peut visiter de différentes manières la nuit pendant qu'on dort, sauf que Elliot va avoir une particularité que les autres n'ont pas, puisqu'il va pouvoir être un créateur dans ce monde. Et il soupçonne que le coma où il n'y a pas de raison médicale de son père puisse venir de quelque chose qui s'est produit à Oniria. Le jeune garçon va donc partir en quête dans ce monde et découvrir un monde totalement inconnu, un monde où les possibilités sont infinies, mais aussi où le danger rôde, où le pays, il se peut que le pays des rêves soit en danger. Donc voilà, on va le découvrir à la rencontre de cet univers avec tous ces personnages, ces créatures qui le peuplent, et sa vie de collégien en parallèle, quoi, avec le fait que son père est absent, il lui manque énormément, le fait que Christine agisse avec lui limite comme si c'était un paquet de linge sale dont on veut se débarrasser. Et on a Mamilou derrière qui est une grand-mère toujours prête pour aider ses petits-enfants, pour les réconforter, pour leur apporter ce qu'ils ont besoin au quotidien, et c'est une grand-mère juste adorable. Donc si j'ai bien aimé le personnage d'Elliot, les jumelles, Mamilou, Christine m'a tapé sur les nerfs, j'avais envie de lui foutre la tête dans le mur pour lui remettre les idées en place. Et mon problème va être encore une fois le même que pour les Entremondes et que pour Nevermore. Mon problème, c'est que dans cet tome 1, l'auteur se base beaucoup trop à mon goût sur l'univers.
l'univers est tellement détaillé que ça se fait au dépit du reste. Encore une fois, j'ai le même reproche pour les 3 livres. L'intrigue passe en second plan parce que la mise en place de l'univers est trop complète pour un premier tome. Je pense qu'il y a des choses qu'on aurait pu garder, qu'on aurait pu taire et couper un peu dans le vif pour mettre plus d'action, que l'intrigue avance peut-être plus rapidement parce que ça met quand même beaucoup de temps à prendre forme et à vraiment rentrer dans le vif du sujet. Et on arrive à la fin et on a encore plein de questions qui sont rajoutées et on n'a pas un seul début de réponse. Et moi c'est ça qui me pose problème dans ces 3 premiers tomes de ces séries. Bon, Oniria, contrairement à Nevermore et les Entremondes qui viennent de sortir, Oniria, j'ai 3 tomes sur 4 dans ma pile à lire. Donc avec Marilyn, on a prévu de se les sortir relativement rapprochés. Alors je dis pas qu'on va les lire ce mois-ci ou le mois prochain, mais on va essayer de ne pas les faire traîner trop longtemps, de peur de ne pas avoir envie de se replonger en fait dans la suite. Parce que je sais que si ce livre, j'attends 6 mois pour lire la suite, c'est pas sûr que je m'y replonge un jour en fait. Donc voilà, après je sais qu'il a eu d'excellentes critiques, il a eu d'énormes coups de cœur ce roman. Malheureusement, moi j'aime bien les univers détaillés, les univers visuels, donc sur ça il n'y a rien à dire. Mais là pour le coup ça l'est trop. Et ça se fait au détriment de l'intrigue. Donc tant que l'intrigue avance, qu'on traîne pas des pieds dans l'intrigue parce que ça se fait au détriment de l'univers, ça me va. Là, j'aurais aimé que l'intrigue bouge un petit peu plus et qu'on ait un petit peu moins de détails sur l'univers, quitte à nous rajouter des détails au fur et à mesure des tomes. Il y a quand même 4 tomes, donc il y avait de quoi faire. Et du coup, je me suis un peu ennuyée. J'ai des passages que j'ai trouvé très longs. Marilyn a plus ou moins le même ressenti que moi, donc voilà. C'est dommage, mais bon, j'ai la suite, donc je poursuivrai. Qui sait, j'aurai peut-être d'excellentes surprises par la suite. Peut-être que ce que je reproche au tome 1, au final, ne se passera que dans le tome 1. Et que dans la suite, ce sera beaucoup plus dynamique, qu'on avancera clairement dans l'intrigue. Parce que, comme je vous dis, on a énormément de questions. Et on n'a pas le moindre début de réponse. Donc j'espère qu'on aura quand même un début de réponse dans le tome 2. Je ne m'attends pas à ce qu'on nous donne les réponses à tout dans le tome 2. Sinon, je vois pas l'intérêt d'en faire 4. Mais j'aimerais juste avoir au moins quelques éléments de réponse, une intrigue qui bouge plus, aussi bien peut-être dans les révélations que dans les rebondissements, les actions, enfin qu'on avance un peu clairement dedans. Mais en tout cas, j'ai adoré Mamilou, que je trouve très attachante. Elliot est jeune, donc il commet des impairs, mais en même temps on peut pas trop lui en vouloir, il n'a que 12 ans. Il se retrouve dans un contexte familial et onirique assez particulier, qui n'est vraiment pas simple pour lui, en plus de sa vie de collégien, en plus des bouleversements dont il va prendre connaissance dans ce tome-ci. Et quelque part, j'ai quand même envie de le retrouver pour savoir ce qui va lui arriver, savoir comment les choses vont se dérouler pour son papa également. Mais voilà, j'espère vraiment que le tome 2 remontera le niveau de ce tome-là. Donc voilà pour mon avis sur ces 3 livres. Je ne suis pas sûre que ça dure extrêmement longtemps comme point lecture. En même temps, c'est difficile de trop en dire sur le premier livre qui fait même pas 200 pages. Le deuxième, c'est un dernier tome, donc je peux pas me permettre de trop développer, sinon je risque de spoiler les personnes qui n'auraient pas encore lu la série ou qui ont envie de la lire, ou ceux qui n'ont pas lu le deuxième tome par exemple. Donc je préfère rester quand même assez évasif. Et pour Oniria c'est pareil, il y a plein de choses quand même qui sont à découvrir par soi-même. Donc j'essaye de faire un synopsis assez qui en révèle pas trop non plus et de vous donner plus mon ressenti. Après voilà, comme je vous dis, pour Oniria, l'imagination de l'auteur est là, la plume est relativement fluide, les personnages sont quand même plutôt bien attachants. Maintenant j'ai juste un problème du fait qu'on n'avance pas suffisamment dans l'intrigue et que ça manque de dynamisme à mon goût. Mais bon, voilà, comme je vous le dis, ce n'est que mon avis. Maintenant, il a eu d'excellentes notes, il y a eu d'énormes coups de cœur et de nombreux coups de cœur sur ce tome. Donc c'est pas parce que ça ne l'a pas fait avec moi que ça ne le fera pas avec vous ou avec quelqu'un de votre entourage. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces titres, ce que vous en avez pensé, s'ils sont dans votre pile à lire et si vous avez envie de les lire prochainement, si je vous ai donné envie de vous pencher sur certains titres, ce que vous lisez actuellement, ou si vous avez quoi que ce soit d'autre à me dire en commentaire, n'hésitez pas, ce sera comme d'habitude avec plaisir que je prendrai le temps de vous répondre. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une très belle lecture et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.